Vous êtes-vous déjà senti incompris, blessé, mais souhaitiez passer à autre chose? Alors vous comprenez la Colombie. Car l'histoire de ce pays n'est pas qu'une succession de dates, de guerres ou de traités. C'est une histoire de lutte contre l'injustice, de blessures ouvertes dues à la violence, de territoires oubliés et de rêves brisés. Mais c'est aussi l'histoire d'une ville qui, malgré tout, n'a jamais abandonné. La Colombie a été frappée par la conquête, divisée par la politique, marquée par un conflit armé et assombrie par le trafic de drogue. Et pourtant, continuez à chanter, continuez à créer, continuez à croire. C'est l'histoire d'un pays qui a appris à se relever, un pays qui, face à sa douleur, a choisi de construire un avenir différent. Parce que comprendre l'histoire de la Colombie, il faut comprendre que l'espoir est également hérité. Avant de commencer cette passionnante histoire de la Colombie, je souhaite vous inviter à faire partie de cette communauté qui valorise la mémoire et la vérité. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun contenu comme celui-ci. Et laissez un commentaire avec cette phrase: la Colombie mérite d'être comptée dignement. Avec ce petit geste, vous aiderez davantage de personnes à découvrir cette vidéo, à connaître notre histoire et à se connecter avec qui nous sommes. Maintenant, préparez-vous pour un voyage profond à travers l'histoire d'un pays qui n'abandonne jamais. 1. Avant le nom, les cultures indigènes de la Terre sacrée. Bien avant que les navires espagnols ne traversent l'Atlantique et bien avant que quiconque puisse imaginer un pays appelé Colombie, cette terre avait déjà une vie, une âme et une histoire. Une histoire ancienne écrite non pas avec de l'encre, mais avec des pierres sculptées, des temples cachés dans la jungle, des routes de pierre et des œuvres d'art en or pur. C'était un monde plein de sagesse et de connexion avec la nature. Ces terres andines et tropicales ont fleuri de grandes civilisations indigènes, chacune avec sa propre façon de voir le monde, de s'organiser et de vivre ensemble. Les Muiscas, par exemple, habitaient la zone centrale du plateau de Cundiboyacense, dans ce qui serait aujourd'hui Bogota et ses environs. C'étaient des agriculteurs, des astronomes et des orfèvres qualifiés. Ils avaient un calendrier solaire. Eux cultivaient du maïs, des pommes de terre et du quinoa, et savaient mieux lire le ciel que de nombreux savants européens de l'époque. Mais son trésor le plus impressionnant était son art de l'or. Les Muiscas ne considéraient pas l'or comme une richesse économique, mais comme un symbole spirituel. Ils l'utilisaient lors de cérémonies sacrées, dans des figures appelées tunjos, et, selon la légende, leur chef, le Zipa, se couvrit de poussière d'or et se plongea dans la lagune de Guatavita comme offrande aux dieux. Ainsi est né le mythe de l'Eldorado, une histoire qui enflammera plus tard la cupidité des conquistadors. Plus au nord, sur les côtes des Caraïbes et dans la Sierra Nevada de Santa Marta, vivaient les Taironas, l'une des cultures les plus impressionnantes du continent. Ils ont construit des villes de pierre sur des terrasses surélevées, reliées par des routes pavées, encore préservées aujourd'hui. La cité perdue, redécouverte au XXe siècle, témoigne du niveau de sophistication de cette culture. Les Tairona étaient des maîtres du tissage, de la céramique et de l'architecture, en harmonie avec le paysage. À l'ouest, les Quimbayas, célèbres pour leur légendaire Poporo Quimbaya, et dont ont laissé des pièces d'orfèvrerie si belles qu'elles font aujourd'hui la fierté du musée de l'or de Bogota. Sa maîtrise de la technique de la cire perdue et son profond respect de la nature révèlent une société avancée et profondément spirituelle. Dans les plaines et les rivières du Nord, les Zénus ont développé un réseau de canaux de drainage si étendu et si efficace qu'il surprend encore les ingénieurs modernes. Ils ont transformé les zones humides en terres fertiles, créant ainsi l'un des systèmes hydrauliques les plus avancés de l'Amérique préhispanique. Et c'est sans compter les dizaines d'autres groupes ethniques qui vivaient dans les jungles, les rivières et les montagnes. Les Ticunas, les Amberas, les Guambianos, les Kogi, chacun avec sa langue, sa vision du monde, ses dieux et sa façon de survivre sans détruire l'environnement. La Colombie ancestrale
était une mosaïque humaine, une symphonie de cultures qui coexistaient dans le respect de la terre. Cependant, tout cela était sur le point de changer. À la fin du XVe siècle, alors que ces cultures suivaient leur cours naturel, très loin, en Europe, de nouvelles terres à explorer commençaient à arriver. Et avec ces nouvelles viendraient des navires, des soldats, des maladies, une religion forcée et des changements irréversibles. Ce monde indigène, riche en sagesse et en harmonie, allait bientôt faire face à une nouvelle puissance venue de l'autre côté de l'océan. Nous commençons ainsi notre deuxième chapitre, la rencontre et le choc entre deux mondes. Le mythe de l'Eldorado et l'arrivée des Espagnols. Alors que les peuples autochtones de Colombie continuent de vivre en harmonie avec la nature, de l'autre côté de l'océan, quelque chose est en train de changer. En Europe, les royaumes recherchaient de nouvelles routes commerciales, de nouvelles richesses, de nouveaux mondes. C'est alors qu'en 1492, Christophe Colomb atterrit sur les terres américaines et le monde européen ne sera plus jamais le même. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Il y avait tout un continent plein de possibilités. 4 ans plus tard, en 1499, Alonso de Ojeda, accompagné du cartographe Juan de la Cosa et d'un jeune navigateur nommé Américo Vespucio, atteint les côtes de l'actuelle Guajira, au nord de la Colombie. Il s'agit de la première expédition européenne documentée qui met le pied sur le territoire colombien. Mais ce qui a vraiment enflammé l'ambition des conquérants, ce n'était pas seulement le paysage exubérant, ni les nouvelles terres, mais une légende. Une histoire racontée parmi les peuples autochtones à propos d'un roi couvert d'or qui se baignait dans une lagune sacrée. Ils appelaient ce roi Eldorado. Ce mythe est né du rituel Muisca, dans lequel le nouveau souverain, ou Zipa, était entièrement recouvert de poussière d'or et immergé dans les eaux de la lagune de Guatavita pendant que les prêtres jetaient des objets en or en offrande aux dieux. Ce qui, pour les Muiscas, était une cérémonie spirituelle, a été interprété à tort par les Européens comme la preuve d'une ville entière faite d'or pur. Ainsi, de plus en plus d'expéditions commencèrent à arriver, motivées par l'avidité et la promesse de richesses inimaginables. Parmi eux, le plus célèbre était celui de Gonzalo Jiménez de Quesada, qui quitta en 1536 la côte Caraïbe et entreprit un voyage épique à travers les rivières et les montagnes vers l'intérieur du territoire. Leur expédition, qui avait commencé avec plus de 800 hommes, s'est terminée avec seulement 200, mais ils ont atteint leur objectif, les hauts plateaux des Muiscas, ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de plateau de Cundiboyacense. Là, Jiménez de Quesada fonda des villages organisés avec des marchés, des routes, des lois et des temples. Je ne comprenais pas cette culture, mais je comprenais une chose, il y avait de l'or et je le voulais. Ainsi commença une campagne de conquête brutale, avec alliance, trahison et violence. Les dirigeants indigènes ont été vaincus, beaucoup ont été tués, et leurs peuples ont été contraints d'adopter une religion, une langue et un mode de vie qui n'étaient pas les leurs. Simultanément, d'autres expéditions espagnoles arrivèrent de différents points. Sébastien de Belalcázar arrivait du sud, de l'actuel Équateur, et Nikolaus Federmann, un Allemand au service de la couronne espagnole, avançait de l'est. Ces 3 groupes se sont rencontrés au cœur du territoire de Muisca, dans une scène presque cinématographique. Chacun revendique la conquête de ces terres. Le roi d'Espagne, après l'avoir découvert, nomma Jiménez de Quesada comme conquérant, légitime et fondateur de Santa Fe, la future capitale. L'arrivée des Espagnols a été un moment décisif. Elle a changé à jamais le cours de ce que nous appelons aujourd'hui la Colombie. Ce qui a commencé comme une légende spirituelle a fini par être l'un des moteurs de l'une des conquêtes les plus rapides et les plus violentes du continent. C'est ainsi qu'après cette fièvre de l'or et du pouvoir, les Espagnols commencèrent à organiser leur domination sur le territoire, ouvrant la voie à une nouvelle étape, la fondation des villes, l'imposition de la couronne espagnole et la naissance de la vice-royauté.
Nous parlerons de cette transition maintenant, dans le Tale. Prochain chapitre de notre histoire. 3. La fondation de Santa Fe et la naissance de la vice-royauté. Après que Gonzalo Jiménez de Quesada ait conquis le plateau de Cundiboyacense, après une expédition épuisante de 2 ans depuis les côtes des Caraïbes, il ne lui a pas fallu longtemps pour établir sa domination sur ces hauts plateaux fertiles et stratégiques. En 1538, il fonde une ville qui marquera à jamais le cœur politique, religieux et administratif du futur pays, Santa Fe de Bogota. La ville a été construite dans une vallée entourée de collines, surplombée par la colline de Montserrat. Les Espagnols ont choisi cet endroit parce qu'il était proche des anciens centres du pouvoir muisca et leur permettait de contrôler facilement le territoire. Au début, Santa Fe n'était rien de plus qu'un petit village avec quelques maisons empisées, des toits de chaume et une place rudimentaire. Mais au fil du temps, elle deviendra le centre du pouvoir colonial dans le nord de l'Amérique du Sud. Tandis que les conquistadors consolidaient leur présence, la couronne espagnole comprit qu'elle devait organiser et administrer ces vastes terres conquises. Ainsi, le territoire que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Colombie est devenu une partie du nouvel empire de Grenade, une subdivision de l'empire espagnol qui appartenait initialement à la vice-royauté du Pérou. Mais la région était si étendue et ses intérêts si particuliers qu'en 1717 fut créée la vice-royauté du nouvel empire de Grenade, avec sa capitale à Santa Fe de Bogota. Cette vice-royauté couvrait un territoire immense, ce qui est aujourd'hui la Colombie, l'Équateur, le Panama et le Venezuela, ainsi qu'une partie du Pérou et du Brésil. Son objectif était de faciliter l'administration coloniale, de collecter des impôts et de contrôler les populations indigènes et métisses. C'était un gigantesque dispositif au service de la couronne espagnole, qui régnait de loin mais d'une main ferme. Dans ce nouvel ordre, la société était structurée de manière rigide. Au sommet se trouvaient les Espagnols de la péninsule, nés en Europe, qui occupaient les postes les plus élevés. Viennent ensuite les Criollos, enfants d'Espagnols nés en Amérique, qui, bien que riches et instruits, sont victimes de discrimination parce qu'ils ne sont pas nés dans la métropole. Plus bas se trouvaient les Métis, les peuples indigènes et les personnes d'ascendance africaine. Ces derniers amenés comme esclaves d'Afrique pour travailler dans les mines, les fermes et les plantations. L'économie coloniale reposait sur l'exploitation de l'or, de l'argent, du tabac et du cacao, produits expédiés par bateau vers l'Europe. Les villes se sont développées, les églises se sont multipliées et les missionnaires catholiques ont été chargés de convertir les peuples autochtones au christianisme, souvent en recourant à des méthodes violentes et répressives. Mais tout n'était pas soumission. Au milieu de cette structure imposée, les peuples indigènes ont résisté, préservant leur langue, leurs rituels et leur connaissance du territoire. Les communautés d'ascendance africaine s'enfuirent et formèrent des palanques, comme la célèbre San Basilio de Palenque, qui devint la première ville libre d'Amérique. Au XVIIe et XVIIIe siècle, la vie dans la vice-royauté oscillait, entre la richesse de quelques-uns et la pauvreté et la souffrance du plus grand nombre. Malgré l'apparence d'ordre, les germes du mécontentement grandissaient silencieusement parmi les créoles éclairés et les paysans opprimés. Et c'est précisément cette agitation croissante qui va céder peu à peu la place à une série de rébellions et de mouvements qui chercheront un nouveau destin pour ces terres. Nous arrivons ainsi au prochain chapitre de notre histoire. La vie coloniale sous tension, l'exploitation des richesses, l'esclavage et les premiers signes de résistance populaire. 4. La vie coloniale. Or, esclavage et résistance. Avec la consolidation de la vice-royauté du nouvel empire de Grenade et la fondation de villes telles que Santa Fe, Cartagena, Popayan et Tunja, la puissance espagnole s'est étendue sur un territoire vaste et diversifié. Mais sous l'apparente stabilité de cette structure coloniale,
se cachait une réalité bien différente, une vie quotidienne marquée par l'exploitation, l'injustice et une résistance qui ne s'est jamais complètement éteinte. Dès le début, l'or était le principal intérêt de la couronne espagnole sur ces terres. Les conquérants exploitèrent bientôt les anciennes mines indigènes et en ouvrirent de nouvelles. Des milliers de personnes travaillaient dans des conditions inhumaines pour extraire le métal précieux qui serait envoyé en Europe sur des navires gardés. Le travail était forcé, épuisant et pour beaucoup, cela signifiait une condamnation à mort. Lorsque la population indigène a commencé à diminuer de façon spectaculaire en raison de maladies importées d'Europe, comme la variole et la rougeole, et du travail excessif, les Espagnols ont eu recours à une autre ressource brutale, l'esclavage africain. Depuis le XVIe siècle, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants ont été capturés en Afrique de l'Ouest et amenés en Amérique dans des conditions épouvantables. Beaucoup sont morts pendant le voyage. Ceux qui ont survécu ont été vendus comme marchandises. La Colombie, et en particulier les villes portuaires comme Cartagena de Indias, sont devenues d'importants centres de traite négrière. Des enchères humaines y étaient organisées. Les Africains étaient contraints de travailler dans les mines, les plantations et chez les puissants. On leur a refusé leur identité, leur langue, leur religion, mais ils ont quand même trouvé le moyen de résister. Beaucoup ont fui vers les montagnes et ont formé des palanques, des communautés libres où ils ont pu récupérer une partie de leur culture. Le plus célèbre était San Basilio de Palenque, fondé par des marrons dirigés par Bencos Bioo, un esclave fugitif qui organisa la résistance et fut exécuté par les Espagnols. Cependant, son héritage perdure. San Basilio a été reconnu comme la première ville libre d'Amérique et aujourd'hui, sa langue et ses traditions d'origine africaine perdurent. Dans le même temps, il y avait aussi une rébellion parmi les peuples indigènes. Bien que beaucoup aient été réduits en servitude sous le système de l'encomienda, d'autres ont organisé des manifestations, des évasions et des actes de désobéissance. Certaines villes ont réussi à négocier des conditions, d'autres ont été exterminées. Mais l'esprit combatif est resté. Pendant ce temps, la vie quotidienne dans les villes coloniales était marquée par de profondes inégalités. Au sommet de la pyramide sociale se trouvaient les Espagnols de la péninsule, puis les Criollos, enfants d'Espagnols nés en Amérique. Bien que riches et cultivés, les créoles ne pouvaient accéder aux hautes fonctions gouvernementales, réservées uniquement à ceux nés en Espagne. Ce mécontentement sèmera plus tard les germes du désir d'indépendance. Ci-dessous se trouvaient les métis, les mulâtres, les indigènes et les esclaves, qui soutenaient l'économie par leur travail, mais vivaient marginalisés. Les églises et monastères catholiques étaient des centres de pouvoir, non seulement spirituels, mais aussi économiques et politiques. Les frères étaient chargés de l'éducation, de la gestion des terres et de la conversion des indigènes à la foi catholique. Et même s'il y avait des fêtes, de la musique, des processions religieuses et des marchés colorés, la vie coloniale était imprégnée de contrôle, de peur, de censure et d'abus de pouvoir. Ce n'était pas un monde paisible. C'était un monde tendu où sous chaque sourire pouvait se cacher un cri. Il ne faudra pas longtemps pour que ce cri explose. Nous arrivons ainsi au prochain chapitre de notre histoire. Le moment où la voix du peuple s'élève pour la première fois. Le premier cri d'indépendance qui ébranlerait les fondements de la domination espagnole. Un instant avant de continuer. Si vous appréciez cette histoire, vérifiez dès maintenant si vous êtes déjà abonné à la chaîne. Parfois on oublie et c'est un clic qui fait toute la différence. Et si ce contenu vous touche, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime l'histoire de la Colombie autant que vous. Avec ce simple geste, vous nous aidez à ce que davantage de personnes découvrent cette vérité, s'enthousiasment et comprennent tout ce que ce pays a vécu et surmonté. Continuons ce voyage ensemble. 5. Les premiers vents de liberté, le cri de l'indépendance. Après des siècles de domination espagnole, d'abus, d'inégalités et de répression, les habitants du nouvel empire de Grenade ont commencé à se poser une question dangereuse, mais inévitable.
Et si nous pouvions nous gouverner nous-mêmes? Cette idée, qui pendant longtemps n'était qu'un murmure, a commencé à devenir une voix, une force, une révolution. À la fin du XVIIIe siècle, le monde change. En 1776, les colonies britanniques d'Amérique du Nord déclarent leur indépendance. En 1789, la Révolution française ébranle l'Europe avec ses idées de liberté, d'égalité et de fraternité. Et ces idées ont traversé l'Atlantique, atteignant également les créoles formés à Bogota, Carthagène, Tunja et dans d'autres villes de la vice-royauté. Ils ont commencé à se demander pourquoi les péninsules avaient plus de droits, pourquoi leurs impôts allaient à l'Espagne et pourquoi ils ne pouvaient pas prendre de décisions concernant leur propre territoire. Ce mécontentement grandissait, notamment parmi les créoles éclairés, les commerçants touchés par les restrictions économiques et les secteurs populaires las de l'injustice. Mais il fallait une étincelle. Et cette étincelle a explosé à Bogota le 20 juillet 1810. L'histoire raconte que ce jour-là, un créole nommé Luis de Rubio s'est rendu au magasin d'un Espagnol de la péninsule, José González Llorente, pour emprunter un vase pour décorer un dîner commémoratif. Llorente a répondu avec mépris. Les créoles, déjà irrités par des années de mauvais traitements, ont utilisé ce geste comme excuse. Il y eut des cris, des accusations, et bientôt, une foule se rassembla devant le palais vice-royal. La tension était insupportable. Ce qui semblait être un incident mineur, le fameux vase de Llorente, était en réalité le symbole de quelque chose de bien plus profond, la rupture définitive avec l'autorité espagnole. Ce jour-là, le procès-verbal du Conseil ouvert de Santa Fe a été signé et un conseil gouvernemental autonome a été formé. L'indépendance totale n'était pas encore proclamée, mais elle constituait le premier véritable pas vers celle-ci. Ce cri d'indépendance n'était pas un acte isolé. Cela faisait partie d'un processus en cours dans de nombreuses régions. À Cartagena, par exemple, une junte avait déjà été déclarée en 1810. À Tunja, Popayan et Socorro, des gouvernements créoles ont également commencé à se former. Mais tout n'était pas unité. Les villes furent divisées, des divergences surgirent entre fédéralistes et centralistes et des conflits internes éclatèrent qui rendirent difficiles les progrès vers une indépendance définitive. Les royalistes, fidèles à la couronne, ne voulaient pas se rendre facilement. De nombreux créoles en doutaient, et certains craignaient même ce qui pourrait arriver si l'ordre établi s'effondrait. Pourtant, la graine avait déjà été semée. Le vent de la liberté soufflait sur tout le pays. Les places commençaient à se remplir de discours, les journaux parlaient d'émancipation et les jeunes rêvaient d'une patrie libre. La Colombie n'était pas encore un pays, mais elle s'était déjà réveillée. Et c'est à ce moment qu'entre en scène un personnage clé, un homme qui changera à jamais le destin de la Nouvelle-Grenade, Simón Bolívar. Nous arrivons ainsi au prochain chapitre de cette histoire. Épique, la lutte définitive pour la liberté, les batailles héroïques et la naissance d'une nation. 6. Simón Bolívar et l'indépendance définitive. Après le cri d'indépendance de 1810, la Colombie, alors encore connue sous le nom de vice-royauté du nouvel royaume de Grenade, avait commencé son chemin vers la liberté. Cependant, l'indépendance n'est pas venue immédiatement. Au contraire, ce qui a suivi a été une période mouvementée de conflits internes, de trahisons, de revers et d'espoir. Les villes qui s'étaient soulevées contre la domination espagnole ne parvenaient pas à s'entendre sur le type de gouvernement à former. Certains voulaient une fédération de provinces autonomes, comme Cartagena et Tunja, tandis que d'autres voulaient un système centraliste. Les tensions entre ces groupes ont dégénéré en guerres internes, affaiblissant le mouvement indépendantiste. Et dans ce chaos, les royalistes, ceux qui sont fidèles au roi d'Espagne, en profitent pour contre-attaquer. C'est alors, au milieu de cette confusion, qu'émerge une figure qui va changer le cours de l'histoire. Simón Bolívar, un jeune créole né à Caracas, courageux,
déterminé et avec une vision claire, libérer toute l'Amérique de la domination espagnole. Bolivar avait vécu en Europe et connaissait les idées des Lumières. Il croyait en la liberté, mais il savait aussi que les mots ne suffisaient pas. Il fallait agir. En 1813, il entreprit sa première campagne de libération, connue sous le nom de campagne admirable, remportant d'importantes victoires au Venezuela et gagnant le titre de libérateur. Mais le véritable exploit n'avait pas encore commencé. En 1819, Bolivar conçoit un plan audacieux et presque impossible, traverser les Andes avec son armée pour libérer le centre de la Nouvelle-Grenade, cœur du pouvoir colonial. Imaginez un instant ce scénario. Des soldats mal équipés, marchant pendant des semaines sur des routes escarpées, endurant le froid, la pluie, la faim et l'altitude. Beaucoup sont morts pendant le voyage, mais ceux qui ont survécu sont arrivés avec un seul objectif: la liberté ou la mort. Cette campagne a culminé avec l'une des batailles les plus décisives de l'histoire. La bataille de Boyaca, le 7 août 1819. Ce fut une journée courte mais puissante. Les troupes patriotes, dirigées par Bolivar et composées de personnalités telles que Francisco de Paula Santander, réussirent à vaincre l'armée royaliste qui défendait la route de Bogota. Cette victoire a non seulement ouvert les portes de la capitale, mais a aussi marqué le point de non-retour. L'indépendance devenait enfin une réalité tangible. Quelques jours plus tard, Bolivar entra triomphalement à Santa Fe et par cet acte symbolique, l'autorité espagnole fut mortellement blessée sur ses terres. Dans les mois suivants, les troupes patriotes consolidèrent leur contrôle et en 1821 se réunit le congrès de Cúcuta, où la première constitution fut rédigée et la création d'une nouvelle république fut officiellement proclamée. La Grande Colombie, qui unirait les territoires de ce qui est aujourd'hui la Colombie, le Venezuela, l'Équateur et le Panama. Bolivar a été nommé président et Santander vice-président. C'était la naissance d'une nation de rêve. Cependant, comme nous le verrons dans le prochain chapitre, ce rêve d'unité ne durera pas longtemps. Les tensions entre régions, les divergences politiques et l'ambition de certains dirigeants allaient bientôt mettre à l'épreuve les idéaux pour lesquels tant de personnes s'étaient battues et sont mortes. 6. Simón Bolívar et l'indépendance définitive. Après le cri d'indépendance de 1810, la Colombie, alors encore connue sous le nom de vice-royauté du nouvel royaume de Grenade, avait commencé son chemin vers la liberté. Cependant, l'indépendance n'est pas venue immédiatement. Au contraire, ce qui a suivi a été une période mouvementée de conflits internes, de trahisons, de revers et d'espoir. Les villes qui s'étaient soulevées contre la domination espagnole ne parvenaient pas à s'entendre sur le type de gouvernement à former. Certains voulaient une fédération de provinces autonomes, comme Cartagena et Tunja, tandis que d'autres voulaient un système centraliste. Les tensions entre ces groupes ont dégénéré en guerres internes, affaiblissant le mouvement indépendantiste. Et dans ce chaos, les royalistes, ceux qui sont fidèles au roi d'Espagne, en profitent pour contre-attaquer. C'est alors, au milieu de cette confusion, qu'émerge une figure qui va changer le cours de l'histoire. Simón Bolívar, un jeune créole né à Caracas, courageux, déterminé et avec une vision claire. Libérer toute l'Amérique de la domination espagnole. Bolivar avait vécu en Europe et connaissait les idées des Lumières. Il croyait en la liberté, mais il savait aussi que les mots ne suffisaient pas. Il fallait agir. En 1813, il entreprit sa première campagne de libération, connue sous le nom de campagne admirable, remportant d'importantes victoires au Venezuela et gagnant le titre de libérateur. Mais le véritable exploit n'avait pas encore commencé. En 1819, Bolivar conçoit un plan audacieux et presque impossible. Traverser les Andes avec son armée pour libérer le centre de la Nouvelle-Grenade, cœur du pouvoir colonial. Imaginez un instant ce scénario.
Des soldats mal équipés, marchant pendant des semaines sur des routes escarpées, endurant le froid, la pluie, la faim et l'altitude. Beaucoup sont morts pendant le voyage, mais ceux qui ont survécu sont arrivés avec un seul objectif, la liberté ou la mort. Cette campagne a culminé avec l'une des batailles les plus décisives de l'histoire, la bataille de Boyaca, le 7 août 1819. Ce fut une journée courte, mais puissante. Les troupes patriotes, dirigées par Bolivar et composées de personnalités telles que Francisco de Paula Santander, réussirent à vaincre l'armée royaliste qui défendait la route de Bogota. Cette victoire a non seulement ouvert les portes de la capitale, mais a aussi marqué le point de non-retour. L'indépendance devenait enfin une réalité tangible. Quelques jours plus tard, Bolivar entra triomphalement à Santa Fe et par cet acte symbolique, l'autorité espagnole fut mortellement blessée sur ses terres. Dans les mois suivants, les troupes patriotes consolidèrent leur contrôle et en 1821 se réunit le congrès de Cúcuta, où la première constitution fut rédigée et la création d'une nouvelle république fut officiellement proclamée, la Grande Colombie, qui unirait les territoires de ce qui est aujourd'hui la Colombie, le Venezuela, l'Équateur et le Panama. Bolivar a été nommé président et Santander vice-président. C'était la naissance d'une nation de rêve. Cependant, comme nous le verrons dans le prochain chapitre, ce rêve d'unité ne durera pas longtemps. Les tensions entre régions, les divergences politiques et l'ambition de certains dirigeants allait bientôt mettre à l'épreuve les idéaux pour lesquels tant de personnes s'étaient battues et sont mortes. Le 19e siècle, guerre civile et lutte de pouvoir. Après la chute de la Grande Colombie en 1830 et la mort de Bolivar, la Colombie, alors connue sous le nom de République de Nouvelle-Grenade, est entrée dans un processus long et difficile de construction nationale. Mais ce qui aurait dû être un chemin vers la stabilité et le progrès s'est transformé en un siècle de conflits presque ininterrompus. Dès le début, le pays était divisé entre deux visions du monde opposées, les libérales et les disébicis, et conservatrices. Les premiers défendaient la liberté individuelle, le fédéralisme, la séparation entre l'Église et l'État et une économie ouverte. Ces derniers, en revanche, prônaient un gouvernement centralisé, le rôle dominant de l'Église catholique, l'ordre traditionnel et le protectionnisme économique. Ces divergences idéologiques n'ont pas été résolues par des débats ou des élections pacifiques. Ils ont été résolus à maintes reprises avec des armes. La Colombie a connu 9 guerres civiles tout au long du 19e siècle, certaines brèves, d'autres dévastatrices. Les combats n'opposaient pas seulement des armées, mais aussi des familles, des voisins et des régions entières. L'une des plus significatives fut la guerre des suprêmes, 1839-1842, ainsi appelée parce que les dirigeants de chaque soulèvement se disaient suprêmes de leurs provinces respectives. Cette guerre a commencé à cause d'un conflit religieux. La fermeture de certains couvents à Pasto, mais elle s'est rapidement étendue à tout le pays. C'est un exemple clair de la fragilité du nouvel État. En 1853, une constitution libérale fut promulguée et l'esclavage fut aboli, ce qui constituait un énorme progrès pour l'époque. Cependant, cette même constitution a également radicalisé les tensions politiques. Les provinces demandèrent plus d'autonomie et en 1863 fut proclamée la constitution de Rio Negro, qui donna naissance aux États-Unis de Colombie, une république fédérale où chaque État avait sa propre constitution, son armée et une liberté presque totale. Mais une telle autonomie sans cohésion nationale a provoqué encore plus de chaos. L'instabilité était constante. Chaque fois qu'un parti accédait au pouvoir, il modifiait les règles, annulait les réformes et persécutait ses opposants. Le pays vivait dans un éternel pendule politique où rien ne se consolidait. Les constitutions ont été modifiées comme s'il s'agissait de costumes. Entre 1830 et 1886, plus de 20 réformes constitutionnelles ont eu lieu et presque aucun
président n'a terminé son mandat sans faire face à une insurrection. Dans ce contexte, les régions les plus éloignées du centre, comme le Cauca, Santander, Antioquia ou l'isthme de Panama, ont commencé à sentir que l'État ne les représentait pas. Chaque région avait ses propres intérêts, son économie et sa culture. Pendant ce temps, la paysannerie en subissait les conséquences. Pauvreté, recrutement forcé, déplacement et violence incessante. En 1885, après des décennies de lutte interne, les conservateurs reprennent le pouvoir avec le soutien des secteurs militaires et ecclésiastiques. L'année suivante, en 1886, une nouvelle constitution est promulguée qui marque un tournant. Le fédéralisme est éliminé et un État centraliste basé à Bogota est créé. La République de Colombie était officiellement née, un nom qu'elle porte encore aujourd'hui. La Constitution de 1886 durera plus d'un siècle et, bien qu'elle instaure un certain ordre politique, elle consolide également un modèle exclusif, dans lequel les libéraux sont marginalisés, l'Église retrouve un grand pouvoir sur l'éducation et la société, et les droits civiques sont restreints, en particulier pour les secteurs populaires. Ainsi, le 19e siècle colombien se termine comme il s'était passé, entre avancées et revers, entre promesses de progrès et réalité d'un pays profondément divisé. Le rêve républicain de Bolivar était devenu une lutte constante pour définir quel genre de nation devrait être la Colombie. Mais le plus grand coup symbolique et territorial reste à venir. Un événement qui marquera profondément la fierté nationale. Et c'est ainsi que nous arrivons au chapitre suivant, la séparation du Panama en 1903 et le début du XXe siècle colombien. Si cette histoire vous touche autant que nous, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Chaque fois que vous le faites, vous aidez cette vidéo à toucher plus de gens, afin que davantage de Colombiens et de ceux qui aiment cette terre connaissent leur histoire, comprennent leur lutte et soient fiers de qui nous sommes. Votre soutien fait la différence. Merci d'être ici. 9. Le XXe siècle commence par une blessure, la séparation du Panama. Le XXe siècle venait à peine de commencer que la Colombie subit l'un des coups les plus profonds et les plus symboliques de toute son histoire, la perte du Panama. Et, même si aujourd'hui beaucoup s'en souviennent uniquement comme d'une séparation territoriale, ce qui s'est passé en 1903 était bien plus que cela. C'était un mélange de conflits internes, d'intérêts étrangers, de trahisons et de douleurs nationales. Au XIXe siècle, l'isthme de Panama faisait partie intégrante du territoire colombien. Cependant, sa situation géographique stratégique, unissant les océans Atlantique et Pacifique, avait suscité l'intérêt de nombreuses puissances, notamment les États-Unis, qui souhaitaient y construire un canal interocéanique pour faciliter leur commerce et leur puissance navale. La Colombie avait déjà tenté de développer un canal avec l'aide d'entreprises françaises, mais les projets ont échoué en raison de problèmes financiers et de maladies comme le paludisme et la fièvre jaune. Pour autant, le rêve de la chaîne n'est pas mort. Elle a juste changé de main. En 1903, le gouvernement colombien et les États-Unis négociaient le traité Eran-A, qui permettrait aux Américains de construire le canal en échange d'un paiement. Cependant, le Sénat colombien a rejeté le traité, arguant que les conditions étaient trop favorables pour les États-Unis et désavantageuses pour la Colombie. C'est alors que l'inattendu s'est produit. Les intérêts américains étaient si grands qu'ils décidèrent de ne plus attendre. En secret, ils ont soutenu et financé un mouvement séparatiste au Panama qui connaissait déjà des tensions avec le gouvernement central depuis des années. Le 3 novembre 1903, quelques jours seulement après le rejet du traité, le Panama déclara son indépendance pratiquement sans résistance. Et pourquoi n'y a-t-il eu aucune résistance? Car les navires de guerre américains bloquaient l'accès à l'isthme, empêchant l'armée colombienne d'intervenir. En quelques heures, les États-Unis reconnaissent la nouvelle République de Panama et signent avec elle un nouveau traité encore plus favorable pour la construction du canal.
La nouvelle a fait l'effet d'une bombe à Bogota. Le pays tout entier était sous le choc. Ils avaient perdu un territoire non seulement stratégique, mais aussi d'une grande valeur symbolique et historique. Le Panama faisait partie de la Nouvelle-Grenade depuis l'époque coloniale et avait participé aux guerres d'indépendance. C'était comme perdre un bras de la nation. Le peuple colombien a réagi avec tristesse, indignation et rage. Beaucoup ont qualifié cela de trahison internationale. Pendant des décennies, la Colombie n'a pas reconnu officiellement l'indépendance du Panama. Ce n'est qu'en 1921, soit près de 18 ans plus tard, que les deux pays signent un accord de reconnaissance mutuelle. En guise de compensation, les États-Unis ont versé 25 millions de dollars à la Colombie, mais les dégâts émotionnels et politiques étaient déjà causés. Cette séparation n'a pas seulement laissé une blessure territoriale, elle a également montré à quel point la Colombie était vulnérable aux intérêts étrangers et combien coûtait l'instabilité interne. Le pays, qui ne s'était pas encore remis du chaos du 19e siècle, entre dans le 20e siècle avec un sentiment de profonde perte. Cependant, l'histoire a continué. Après cet épisode, la Colombie a tenté de se réorganiser, de se moderniser et de regarder vers l'avenir. Mais le nouveau siècle n'apporterait pas une paix durable, mais une nouvelle ère de tensions internes, de conflits entre partis et d'une des guerres les plus sanglantes de l'histoire moderne. Nous arrivons ainsi au chapitre suivant. La violence, une période où les frères s'affrontaient entre frères et où la politique était, une fois de plus, tachée de sang. 10. Violence, libéraux contre conservateurs. Après la douloureuse séparation du Panama en 1903, la Colombie a tenté d'avancer, mais les problèmes structurels n'ont pas été résolus. Les inégalités, les luttes entre partis et le manque de véritables opportunités pour la majorité de la population sont restés latents, comme des braises sous les cendres. Un seul souffle suffisait et tout brûlerait à nouveau. Ce souffle est venu le 9 avril 1948, à Bogota, une date qui restera gravée dans le sang, dans la mémoire du pays. Ce jour-là, Jorge Eliezer Gaitán, leader du Parti libéral, candidat à la présidentielle, orateur charismatique et symbole d'espoir pour les classes populaires, a été assassiné. Gaitán représentait une rupture avec les élites traditionnelles. Son discours était direct, passionné, proche des gens. Les pauvres l'appelaient le médecin du peuple et voyaient en lui la seule voie vers une Colombie plus juste. Mais lorsqu'il a été abattu en plein jour, en pleine course de la Septima, à Bogota, la réaction a été immédiate et brutale. Le Bogotazo éclate. Une révolte populaire spontanée qui incendie la capitale. La ville a été prise par les masses, bâtiments, tramways, églises, magasins. Tout a été incendié ou pillé. Les forces de l'ordre n'ont pas pu faire face. Le chaos a régné pendant des jours. Même si les violences ont commencé à Bogota, elles se sont rapidement étendues à tout le pays. L'assassinat de Gaitán a été l'étincelle qui a déclenché une guerre non déclarée entre libéraux et conservateurs, qui avait déjà accumulé des décennies de ressentiment, d'exclusion et de confrontation. Ce conflit est aujourd'hui simplement connu sous le nom de la violence, et bien que son nom semble simple, son impact a été dévastateur. Au cours des années suivantes, notamment entre 1948 et 1958, la Colombie connut l'une des étapes les plus sanglantes de son histoire contemporaine. Dans les zones rurales, les affrontements sont devenus sauvages. Les libéraux ont formé des guérilleros pour se défendre contre les attaques des conservateurs, et les conservateurs ont organisé des groupes armés d'autodéfense. Les deux camps ont commis des atrocités. Les paysans furent pris entre deux feux. On estime qu'au total, entre 200 000 et 300 000 personnes sont mortes, souvent de manière cruelle. Des machettes, des haches et du feu ont été utilisés. Des familles entières ont été massacrées pour le simple fait de sympathiser avec un autre parti. Des formes de torture ont été imposées et sont entrées dans l'histoire pour leur brutalité.
Le langage était rempli de nouveaux mots effrayants, tels que picard paratamalé ou de flanelle coupée, qui décrivaient les méthodes de meurtre. Les villes étaient plus calmes en comparaison, mais dans la campagne colombienne régnait un véritable enfer. Des maisons ont été incendiées, des animaux volés, des femmes violées. Une terreur collective est semée qui marquera à jamais les relations entre l'État et la paysannerie. Le pays, déjà meurtri depuis le 19e siècle, est entré dans une spirale de haine politique, de vengeance et de mort. Et bien qu'en 1953, le général Gustavo Rojas Pinilla ait réalisé un coup d'État avec la promesse de rétablir la paix, son gouvernement autoritaire n'a pas réussi à mettre fin complètement au conflit. Ce n'est qu'en 1957, avec sa démission et le pacte entre les deux grands partis, qu'un accord connu sous le nom de Front National est signé. Ce pacte visait à mettre fin à la violencia et à éviter de nouveaux affrontements. Libéraux et conservateurs se partageraient alternativement le pouvoir présidentiel pendant 16 ans. C'était un accord nécessaire pour mettre fin au massacre, mais il n'a pas résolu les racines du conflit. Les tensions sociales, l'exclusion politique, la concentration des terres et la pauvreté rurale sont restées intactes. Et tandis que les partis se partageaient le pouvoir à Bogota, de nouveaux groupes armés commençaient à se former dans les montagnes et les jungles de Colombie, avec une idéologie différente. Les guérilleros marxistes. La violence était terminée, mais son écho allait céder la place à une nouvelle ère de conflits armés, encore plus longue et complexe. Et c'est exactement ce que nous explorerons dans le prochain chapitre, le Front National et la promesse de paix que tout le monde n'a pas pu entendre. 11. Le Front National et la promesse de paix. Après une décennie sanglante qui a laissé des cicatrices indélébiles dans les campagnes colombiennes et des milliers de familles détruites, le pays n'a pas pu continuer sur le même chemin. La Colombie avait besoin d'une trêve, d'un cessez-le-feu, d'une issue à la spirale de la mort qui divisait les peuples, les régions et les cœurs. En 1957, confronté à une pression sociale croissante et à un épuisement collectif, après les années les plus intenses de la violencia, les dirigeants des deux principaux partis, le libéral et le conservateur, décidèrent de faire quelque chose de sans précédent. Un pacte pour partager le pouvoir et gouverner ensemble. Ainsi est né le Front National, un accord politique qui a établi que pendant 16 ans, de 1958 à 1974, les deux partis traditionnels alterneraient la présidence de la République tous les 4 ans, en plus de diviser à parts égales les ministères, les sièges au Congrès, les gouvernorats et autres postes publics. La logique était claire. Si le partage du pouvoir empêchait de nouvelles guerres, cela valait la peine d'essayer. Le premier président élu selon ce système fut Alberto Lleras Camargo, du Parti libéral, en 1958. Il fut suivi par Guillermo León Valencia, conservateur, en 1962. Ainsi, avec une alternance convenue, les gouvernements se succédèrent. Dans ces premières années, le Front National a réussi à stabiliser institutionnellement le pays. Les grands soulèvements armés entre partis ont été stoppés. Une certaine paix a été rétablie dans les villes et des réformes sociales et économiques ont été promues. De nouvelles universités ont été créées. La couverture sanitaire a été étendue et des plans de développement rural ont été promus. Cependant, cette apparente paix avait un prix. L'accord fermait la porte à toute autre force politique autre que libérale ou conservatrice. Les mouvements de gauche, les secteurs paysans organisés, les syndicats indépendants, les étudiants et les peuples indigènes et afro-descendants ont été exclus du jeu démocratique. La démocratie était réduite à une sorte de club exclusif où seuls les membres traditionnels pouvaient prendre des décisions. En outre, bon nombre des promesses de changements structurels n'ont jamais été tenues. L'accès à la terre reste inégal, l'analphabétisme rural est élevé, la pauvreté persiste et les opportunités réelles pour les plus pauvres restent minimes. Alors que dans les capitales on parlait de paix, dans les campagnes la faim, les déplacements et la répression continuaient.
C'est dans ce contexte que, dans les zones rurales les plus oubliées, de nouveaux acteurs ont commencé à émerger. Inspirés par la révolution cubaine et les idées socialistes de justice sociale, d'égalité et de lutte contre l'impérialisme, des groupes armés ont commencé à se former sous une nouvelle bannière, la lutte des classes. Ainsi, au Sadul, milieu des années 60, naissent les premières guérilleros colombiens, comme les FARC, Forces armées révolutionnaires de Colombie, l'ELN, Armée de libération nationale, et plus tard le M-19, chacune avec sa propre vision idéologique et sa propre stratégie de combat. Ce n'était plus seulement une lutte entre partis, c'était une guerre pour le modèle du pays, pour savoir qui avait le droit de parler, d'exister, de gouverner. Le Front National, même s'il a évité une nouvelle guerre civile entre libéraux et conservateurs, n'a pas résolu les problèmes structurels sous-jacents. En fermant la porte à une large participation politique, elle a alimenté un nouveau cycle de violence, plus complexe, plus long et plus douloureux. La Colombie des années 70 et 80 n'allait pas seulement affronter la guérilla et l'État. Elle serait également entraînée dans un phénomène encore plus dangereux et dévastateur, le trafic de drogue, qui changerait complètement les règles du jeu. Mais avant d'atteindre cette ombre noire, il faut comprendre comment ces nouveaux groupes armés sont apparus et comment le pays a commencé à se diviser en 1000 fronts, entre l'égalité et une guerre. Et cela nous amène au chapitre suivant, la naissance du trafic de drogue et comment son pouvoir est devenu une menace directe pour la démocratie et la vie en Colombie. Et 12, trafic de drogue, l'ombre qui couvrait la Colombie. Alors que le Front National prenait fin en 1974 et que la Colombie tentait d'entrer dans une phase d'ouverture démocratique, une nouvelle menace émergea silencieusement mais imparable et transformera à jamais la vie du pays. Cela ne venait pas d'une idéologie politique ou d'un parti, mais de l'argent, de la poudre blanche, de la cocaïne. La Colombie, avec sa géographie diversifiée, ses jungles impénétrables, ses longues côtes et ses routes difficiles à contrôler, est rapidement devenue le cadre idéal pour la culture, la transformation et le transport de drogues illégales. En particulier, la cocaïne, une substance qui, dans les années 1970, a commencé à connaître une demande explosive aux États-Unis et en Europe, a été le déclencheur. Au début, cela semblait être une entreprise silencieuse. Mais bientôt, le trafic de drogue est devenu un monstre avec des tentacules partout, dans la politique, la justice, la police, l'armée, et même dans la vie quotidienne de millions de Colombiens. Et avec ce monstre, sont apparus ces visages. Les plus visibles, des noms qui, encore aujourd'hui, résonnent de peur et d'étonnement. Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, les frères Ochoa, Carlos Leder, tous feraient partie du tristement célèbre cartel de Medellín, une organisation criminelle si puissante qu'elle défiait ouvertement l'État colombien. Pablo Escobar n'était pas seulement le chef du trafic de drogue, il a été considéré pendant des années comme l'un des hommes les plus riches du monde, selon le magazine Forbes. Sa fortune personnelle était si grande qu'il ne savait littéralement pas à quoi la dépenser. Il a financé des quartiers, des terrains de football, des cliniques et construit des maisons pour les pauvres. Beaucoup le voyaient comme un Robin des bois modernes, mais derrière cette façade de bienfaiteur se cachait une machine de terreur. Escobar et les cartels ont utilisé une stratégie brutale, l'argent ou le plomb, c'est-à-dire la corruption ou la mort. Si un juge, un policier, un journaliste ou un homme politique se mettait en travers de son chemin, il avait deux options, accepter de l'argent ou mourir. Et beaucoup sont morts. Des centaines de juges ont été assassinés. Des journalistes, courageux comme Guillermo Cano, directeur du journal El Espectador, ont été réduits au silence sous les balles. Des candidats à la présidentielle comme Luis Carlos Galán sont tombés en pleine campagne, devant les caméras. Dans les années 80 et au début des années 90, la Colombie vivait sous la terreur des cartels. Des voitures piégées ont explosé dans les rues de Bogota, Medellín et Cali. Les enlèvements se multiplièrent. La population vivait dans la peur de sortir, de parler, de dénoncer.
Et tandis que le cartel de Medellín imposait sa violence, son rival surgissait, le cartel de Cali, avec à sa tête les frères Rodriguez Orejuela. Plus discrets et stratégiques, mais tout aussi dangereux, ils contrôlaient les routes et les alliances dans le sud du pays. Entre les deux cartels, ils ont fait de la Colombie l'épicentre mondial du trafic de drogue. Mais le pouvoir des affiches ne se limite pas aux rues. Ils ont pénétré dans l'État. Ils ont financé des campagnes politiques, infiltré les forces de sécurité et acheté des loyautés à tous les niveaux. Il était presque impossible de savoir qui était avec la justice et qui était avec les trafiquants de drogue. Le gouvernement colombien, sous la pression de la société et des États-Unis, a entamé une guerre frontale. Les forces spéciales ont été renforcées, des unités antidrogues ont été créées et des traités d'extradition ont été signés. C'est alors que les patrons, notamment Escobar, déclarent la guerre totale à l'État. Les combats s'intensifient. Pour tenter d'éviter son extradition, Escobar s'est même rendu volontairement, mais a imposé ses conditions. Il a construit sa propre prison, la célèbre cathédrale, avec des produits de luxe, une discothèque et même un terrain de football. Lorsque le gouvernement tenta de le transférer, Escobar s'enfuit et commença l'une des persécutions les plus intenses de l'histoire. Finalement, en décembre 1993, Pablo Escobar fut assassiné à Medellín par un groupe d'élite de l'État et colombien avec le soutien des États-Unis. Sa mort a marqué le début de la fin du cartel de Medellín, mais le trafic de drogue n'a pas disparu. Le cartel de Cali a été démantelé peu de temps après, mais de nouveaux groupes, plus petits et plus dispersés, ont pris sa place. Certains se sont alliés aux guerrilleros, d'autres aux paramilitaires. L'activité a continué, mais plus fragmentée et encore plus difficile à contrôler. Le trafic de drogue n'a pas seulement laissé des morts et de l'argent taché de sang. Il a laissé une génération marquée par la violence, une institution blessée et une image internationale qu'il faudra des décennies à la Colombie pour changer. Mais cela a aussi provoqué une réaction sociale, un réveil civique. Des milliers de Colombiens ont commencé à dire « ça suffit ». Les organisations civiles, les journalistes, les juges et les citoyens ordinaires se sont soulevés pour récupérer le pays. Et c'est là que l'histoire continue. Avec un État affaibli, mais toujours debout, qui doit maintenant faire face à un autre grand défi, la guérilla armée et le long conflit interne qui grandissait déjà dans l'ombre depuis des décennies. Nous en parlerons dans le prochain chapitre. La lutte de l'État et de la société pour récupérer le pays. Un moment important. Si cette histoire vous captive, ne partez pas sans laisser votre trace. J'aime la vidéo, partagez-le avec quelqu'un qui aime l'histoire. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne plus manquer d'épisodes. Avec ce petit geste, vous aidez cette histoire à atteindre plus de cœurs, plus de voix, qui méritent de connaître la vérité sur la Colombie. Merci de faire partie de cette mémoire vivante. 13. La lutte de l'État et de la société pour récupérer le pays. Après les années les plus sombres du trafic de drogue et de la terreur imposée par les cartels, la Colombie s'est réveillée avec un mélange de douleur, de rage et d'espoir. La mort de Pablo Escobar en 1993 n'a pas signifié la fin de la violence, mais elle a ouvert une fenêtre, l'opportunité de reprendre le contrôle du pays, de rétablir la confiance, de panser les blessures ouvertes. L'État colombien, humilié, infiltré et dépassé par les barons de la drogue, a compris qu'il devait être réformé de l'intérieur. Et la société a aussi compris qu'elle ne pouvait pas laisser toute la responsabilité au gouvernement. C'était une lutte collective, une tâche pour chacun. L'une des transformations les plus profondes a été la Constitution de 1991. Au milieu d'une crise politique et sociale, le pays a élu une Assemblée nationale constituante chargée de rédiger une nouvelle Magna Carta qui répondrait aux défis du présent et de l'avenir. La nouvelle Constitution a non seulement remplacé l'ancienne de 1886, mais a également modifié la langue et la structure du pays.
Pour la première fois, la Colombie a été reconnue comme une nation multiethnique et multiculturelle. Les droits fondamentaux ont été consacrés, les mécanismes de participation citoyenne ont été renforcés, la tutelle a été introduite comme un outil rapide pour défendre les droits et l'accès à l'éducation, à la santé et à la justice a été garanti. C'était un acte de foi en la démocratie. Parallèlement, des progrès ont été réalisés dans l'extradition des trafiquants de drogue. Des institutions telles que la police nationale ont été purgées et des unités spécialisées ont été créées pour lutter contre le crime organisé. Un travail conjoint avec les organisations internationales, notamment avec les États-Unis à travers le plan Colombie, a permis d'améliorer les capacités militaires, technologiques et de renseignement de l'État, mais la lutte ne se limitait pas au trafic de drogue. Les guérilleros, comme les FARC et l'ELN, nés des décennies auparavant, ont été renforcés grâce à l'argent des enlèvements, de l'extorsion et également du trafic de drogue. Ils contrôlaient de vastes territoires, imposaient leurs lois et défiaient l'État par des attaques, des prises de villes et des attaques contre des infrastructures stratégiques. Face à cela, l'État colombien ne s'est pas rendu. Sous les gouvernements d'Andrés Pastrana, 1988-2002, d'Álvaro Uribe, 2002-2010, et de Juan Manuel Santos, 2010-2018, des stratégies militaires ont été déployées et les portes du dialogue ont également été ouvertes. Le gouvernement Pastrana a tenté un processus de paix avec les FARC, mais il a échoué. Au lieu de cela, avec Uribe, il opta pour une offensive militaire sans précédent, le plan Patriote, qui réduisit considérablement le contrôle territorial de la guérilla et renvoya nombre de ses dirigeants. Mais le plus important est que la société ne soit pas restée silencieuse. Journalistes, défenseurs des droits humains, mouvements étudiants, associations de victimes et organisations sociales ont commencé à rendre visible la vérité, à exiger justice et à œuvrer pour la mémoire. Des campagnes telles que « Plus d'enlèvements »,« Colombia Soy Yo » ou « Réconcilions-nous » sont nées, qui ont mobilisé des milliers de personnes dans tout le pays. Et pendant que les acteurs armés continuaient à s'affronter, des millions de Colombiens continuaient à étudier, entreprendre, travailler, rêver. Malgré la douleur, la Colombie est restée un pays plein de talent, de culture, de biodiversité, de créativité et d'espoir. La lutte pour récupérer le pays était, et continue d'être, une bataille quotidienne. On l'a combattue avec des lois, avec des caméras, avec des livres, avec des manifestations, avec l'art et avec la mémoire. Ce fut un processus long, difficile, mais profondément humain. Et cette longue lutte nous amène à l'un des chapitres les plus attendus et les plus controversés de l'histoire récente, les accords de paix entre l'État et les FARC qui marqueraient un avant et un après dans le conflit colombien. 14. Conflit armé et chemin vers la paix. La lutte menée par la Colombie pour sortir son pays du trafic de drogue et de la corruption institutionnelle n'est qu'une partie du défi. En parallèle, se déroulait une autre guerre silencieuse, profonde, rurale et prolongée, le conflit armé interne entre l'État, les guérilleros, les paramilitaires, et au milieu de tout cela, des millions de civils pris entre deux feux. Ce conflit qui a commencé à prendre forme dans les années 1960 avec l'émergence de groupes insurgés comme les FARC, Forces armées révolutionnaires de Colombie, et l'ELN, Armée de libération nationale, a duré plus de 5 décennies. Initialement motivés par des idéaux marxistes et des revendications paysannes, telles que la réforme agraire, ces guérilleros sont finalement devenus des armées irrégulières, financées par les enlèvements, l'extorsion, l'exploitation minière illégale, et aussi par le trafic de drogue. Dans les années 80 et 90, les guérilleros ont augmenté en nombre, en influence et en armes. Ils en sont venus à contrôler des zones entières du pays, là où l'État était absent. Là, ils exerçaient la justice, collectaient des impôts et recrutaient des jeunes, souvent par la force.
Les enlèvements massifs de civils, d'hommes d'affaires, d'hommes politiques et même de candidats à la présidentielle se sont également intensifiés. Pour de nombreux Colombiens, prendre la route, c'était risquer leur vie. Face à cela, de nouveaux acteurs sont apparus, des groupes paramilitaires, formés par des secteurs d'extrême droite, des éleveurs, des trafiquants de drogue et des membres des forces armées, qui ont justifié leur existence comme une réponse à la terreur de la guérilla. Mais loin de protéger la population, les paramilitaires ont commis des massacres, des déplacements forcés et des crimes atroces, notamment contre les communautés paysannes, les peuples indigènes et les leaders sociaux. Pendant des décennies, la Colombie a vécu une guerre non déclarée. Il n'y avait pas deux camps, il y en avait plusieurs. Chacun avec ses intérêts, ses méthodes et ses victimes. Au milieu, le peuple colombien a résisté, avec peur, mais aussi avec dignité. Au début du XXIe siècle, la pression pour trouver une solution définitive s'accentue. L'État avait réussi à frapper durement les FARC militairement, à les affaiblir territorialement et à réduire leurs rangs. Toutefois, une paix complète ne peut être obtenue que par le dialogue. En 2012, sous le gouvernement du président Juan Manuel Santos, des négociations de paix ont débuté avec les Tati-Setis, FARC à la Havane, à Cuba. Ce fut un processus long, complexe et profondément controversé. Pendant plus de 4 ans, les représentants du gouvernement et de la guérilla ont discuté de questions telles que la justice, la réparation des victimes, le désarmement, la participation politique et le trafic de drogue. En 2016, après Diou, des milliers de pages écrites, de larmes, d'affrontements et de gestes symboliques, l'accord de paix final est signé. Les FARC ont promis de rendre les armes, de se démobiliser et de se transformer en parti politique légal. En échange, l'État colombien s'est engagé à mettre en œuvre des réformes structurelles, à prendre en charge les victimes et à offrir des garanties de sécurité et de réinsertion. L'accord a été soumis à un plébiscite populaire et lors d'un vote qui a surpris le pays et le monde, le non l'a emporté par une très courte majorité. La société colombienne était divisée. Beaucoup craignaient l'impunité, d'autres voulaient une justice totale et d'autres encore ne faisaient tout simplement pas confiance aux guérilleros. Mais le désir de paix n'est pas mort. Après ajustement du texte, l'accord a été de nouveau signé et ratifié par le Congrès. Ainsi, en novembre 2016, la Colombie a entamé l'étape la plus difficile de toutes, la construction de la paix. Depuis lors, des milliers d'ex-combattants se sont démobilisés et ont entamé des processus de réintégration. Le système de justice spéciale pour la paix, JEP, a été créé, chargé d'enquêter sur les crimes les plus graves du conflit. Des zones de transition, des programmes de réparation pour les victimes et des espaces de mémoire historique, et comme le Centre national de la mémoire historique ont été créés. Mais le chemin n'a pas été facile. Certains groupes dissidents ont rejeté l'accord et sont retournés à la guerre. D'autres organisations criminelles ont profité du vide dans les territoires pour en prendre le contrôle. Et le respect des engagements des États a été inégal. Malgré cela, le processus de paix reste une étape historique. Pour son leadership sur cette voie, le président Juan Manuel Santos a reçu le prix Nobel de la paix en 2016, qu'il a dédié aux millions de victimes du conflit. La Colombie n'a pas réussi à résoudre tous ces problèmes avec une seule signature. Mais elle a dit quelque chose de très puissant au monde et à elle-même, qu'elle voulait arrêter de vivre dans la guerre, qu'elle voulait guérir, qu'elle voulait regarder vers l'avenir. Et c'est justement vers l'avant que se dirige le dernier chapitre de cette histoire, une Colombie moderne, résiliente, dynamique et toujours en transformation. 15. La Colombie aujourd'hui, résilience, culture et espoir. Après plus de 5 siècles d'histoire, de conquêtes, de rébellions, de guerres, de ruptures et de reconstructions, la Colombie entre dans le XXIe siècle comme un pays profondément blessé, mais aussi profondément vivant. Cela ne fait aucun doute. Le conflit armé, le trafic de drogue, les inégalités et la violence ont laissé de profondes cicatrices. Plus de 8 millions de victimes directes, communautés déplacées, des vies écourtées,
Souvenir marqué par la douleur, mais malgré tout, la Colombie reste debout, et pas seulement, la Colombie se réinvente. Aujourd'hui, c'est une nation qui, même si elle est encore confrontée à de grands défis, a appris à transformer la douleur en art, la guerre en mémoire, la diversité en identité. La paix, bien qu'imparfaite, a ouvert de nouvelles voies. Des régions autrefois marquées par la peur fleurissent désormais avec des projets agricoles, des routes touristiques, des écoles, des centres culturels. Paysans, ex-combattants, autochtones, afro-colombiens et jeunes entrepreneurs travaillent ensemble pour construire une Colombie différente. L'un des piliers de cette transformation est la culture. La musique colombienne a conquis le monde, du vallenato de Carlos Vives à la pop planétaire de Shakira, en passant par le reggaeton de J Balvin et Karol G, les paroles profondes d'Aterciopelados, la cumbia de Toto la Momposina et le folklore du Pacifique avec Shock Whip Town. La Colombie chante et le monde écoute, mais la culture colombienne va bien au-delà de la musique. En littérature, Gabriel García Márquez, avec son réalisme magique, a fait de Macondo un symbole universel. Son roman « 100 ans de solitude » a non seulement remporté le prix Nobel de littérature en 1982, mais a également aidé le monde à comprendre ce que signifie être colombien. Vivre entre le magique et le tragique, entre l'absurde et le merveilleux. Dans l'art, dans le cinéma, dans la gastronomie, dans le sport, la Colombie brille. Des sculptures rondes de Fernando Botero au talent de footballeurs comme James Rodriguez ou de cyclistes comme Egan Bernal, premier Colombien à remporter le Tour de France, le pays a montré que la créativité, la discipline et la joie font partie de son ADN. Et si l'on parle de richesse naturelle, la Colombie est l'un des pays les plus riches en biodiversité de la planète. Elle possède des jungles amazoniennes, des côtes sur 2 océans, des montagnes enneigées, des déserts, des savanes, des plaines, des volcans et des rivières majestueuses comme la Magdalena, le Cauca ou la Guainía. Il abrite plus de 900 espèces d'oiseaux, des centaines d'orchidées, des jaguars, des dauphins roses et des communautés autochtones qui protègent la sagesse ancestrale du territoire. Malgré tout, la Colombie n'est pas un pays brisé. C'est un pays résilient. Une nation qui a appris à regarder vers l'avenir sans oublier son passé. Cela reconnaît ses erreurs, honore ses victimes et éduque les nouvelles générations avec la vérité comme bouclier. Aujourd'hui, de nombreux Colombiens œuvrent pour la justice sociale, l'équité, l'inclusion et une paix durable. Des quartiers populaires de Medellín aux villes de Nariño, des universités de Bogota aux communautés du Chocó. La Colombie se transforme chaque jour grâce aux efforts de son peuple. Bien sûr, des défis subsistent. Corruption, pauvreté, groupes armés illégaux, violence contre les dirigeants sociaux. Mais il y a aussi une jeunesse éveillée, des journalistes courageux, des dirigeants communautaires infatigables, des artistes dotés d'une conscience et des citoyens de plus, en plus actifs. La Colombie, ce n'est pas seulement l'histoire de ces guerres. C'est aussi l'histoire de leur capacité à avancer, à rire au milieu du chaos, à danser sous la pluie, à guérir dignement. Et c'est cette histoire, celle qui ne fait pas toujours la une des journaux, qui continue de s'écrire aujourd'hui, aux 4 coins du pays. Parce que la Colombie n'est plus ce qu'elle était, c'est avant tout ce qui va être. La Colombie n'est pas seulement celle qui a souffert, c'est tout ce à quoi il a résisté. Derrière chaque cicatrice se cache une leçon. Derrière chaque guerre, une voix qui ne s'éteint jamais. Et derrière chaque chute, un peuple qui se relève toujours. Cette histoire, votre histoire. Notre histoire ne se termine pas par la violence ou l'injustice. Cela se termine et recommence. Chaque fois que quelqu'un choisit la mémoire plutôt que l'oubli, la paix plutôt que la peur, l'espoir plutôt que le silence. Parce que connaître l'histoire de la Colombie, c'est la première étape pour le guérir et surtout continuer à l'écrire ensemble. Avant de partir, dites-nous dans les commentaires, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette histoire colombienne?
Votre avis est très précieux. Et en laissant votre commentaire, vous aidez davantage de personnes à trouver cette vidéo, à se connecter à notre histoire et à être encouragées à l'aimer et à s'abonner à la chaîne. Votre voix fait également partie de cette histoire. Merci de nous avoir rejoints.